Bienvenue à toutes et tous dans ce webinaire. Un webinaire, comme j'aime les partager avec tous ceux qui me suivent sur la chaîne YouTube. Donc, Cyril Blanchard, c'est tout simple. Ce soir, mon invité pour ce webinaire en intimité avec, eh bien, un scoop. C'est la première fois que j'invite quelqu'un de plus jeune que moi. Et oui, j'ai pour coutume d'inviter des mentors, des personnes qui m'ont voilà, qui m'ont impressionné dans la vie, qui m'ont fait changer une part de moi, que ce soit à titre personnel, que ce soit à titre professionnel, à titre sportif. Et pour la première fois, je vous présente Salaheddine Benzakour, l'homme qui a bouleversé voilà, une partie de moi. Et il était plus jeune que moi, je ne le savais pas, parce que la première fois qu'on me l'a Mais présenté, ça se voit quand même, hein. ça se voit, ça se voit. La première fois qu'on m'a présenté à toi, c'était une convention, il y avait 8000 dirigeants d'entreprise, c'était en 2015, et il y a un des dirigeants que je connaissais bien qui était coach et qui me dit, Cyril, 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 viens voir, faut que je te présente quelqu'un. Et donc il me prend par le col, il me dit, viens, viens, viens voir, et il me présente à Salaheddine. Pourquoi? Il me dit, voilà, j'ai en face de toi le champion du monde de la transformation de l'entreprise en mode digital. Je fais, waouh, le champion du monde. Il me dit, ouais, et c'est Salaheddine. Donc, je suis ravi de vous présenter ce soir Salaheddine Benzakour. Qui es-tu, Salah? D'où viens-tu? De quelle région de France tu es d'ailleurs? Alors, moi, je suis d'Alsace, du sud d'Alsace. Alors, parfois on en rigole, mais j'ai des origines marocaines et je vis en Alsace depuis une bonne vingtaine d'années. Et alors, du coup, tu as quel âge? Alors, attends, j'ai 43 ans. 43 ans. Quand je t'ai rencontré, tu n'en avais pas encore 40. Et donc, du coup, comme on m'avait dit que tu étais le champion du monde de la transformation digitale de l'entreprise, je t'ai invité dans mon club d'autres d'entrepreneurs pour nous parler de transformation digitale. Et moi, comme tout homme qui sait impacter les autres, tu as eu quelques petites phrases magiques. Je dois même dire tu avais des mimiques, tu avais des mots, tu avais des concepts. Et moi, ils m'ont marqué déjà. Et du coup, grâce à toi, j'ai pu transformer mon entreprise vers la digitalisation. Comme tu l'avais dit à l'époque, plutôt que de ne pas être submergé par le digital, par la vague du digital, autant surfer dessus. Et c'est pas pour ça que je t'ai invité ce soir, mais quand même, j'aimerais que tu nous dises un petit peu les enseignements que tu aimerais partager comme ça avec les personnes qui sont connectées pour nous parler de digitalisation. C'est quoi la digitalisation aujourd'hui? Parce que maintenant, c'est dans l'air, tout le monde sait que voilà, on ne peut pas faire sans. Amazon, toutes les entreprises, les pure players, les réseaux sociaux, tous les outils du digital qui font gagner de la productivité. Mais tout ça, finalement, s'il y avait un seul enseignement à partager pour toi sur la digitalisation du monde, ce serait lequel? D'accord. Alors, le premier point concernant un peu la digitalisation des entreprises, qu'on appelle l'expression qui regroupe un peu toutes les actions dans ce sens-là, ça s'appelle la transformation numérique des entreprises. Alors, si je m'adresse à des cadres ou à des dirigeants qui se préoccupent de ce thème-là, je veux leur dire, rassurez-vous, en fait, la transformation numérique a commencé depuis le premier jour. On a enlevé une machine à écrire et on a mis un ordinateur. C'était une transformation numérique d'une activité de l'entreprise. À vrai dire, dans la transformation numérique, il n'y a pas de numérique. Dans la transformation numérique, le mot le plus important, c'est transformation. C'est le fait de dire, bah, il y a des actions qui se font et on l'a vu à travers la Covid, c'est que le travail se fait maintenant en télétravail et on est incité à faire ça. C'est le fait de transformer des actions qu'on faisait de façon avec à la fois peut-être parfois des outils numériques, ça pourrait être avec le mobile, avec l'ordinateur, Mhm. mais on va digitaliser davantage toutes les actions qu'on peut avoir dans l'entreprise. Et j'ai envie de dire, écoutez, en fait, ne rentrez pas dans la frénésie des outils, big data, intelligence artificielle, médias sociaux, machin. Oubliez tout ça. Ça, c'est des outils qui servent à quelque chose. Revenez à l'essence de ce que veut l'entreprise et ce que veut le dirigeant d'entreprise. Et c'est très simple. Le dirigeant d'entreprise, il cherche trois choses et trois choses uniquement. Et il s'exprime dans son entreprise à travers trois objectifs. Ce que veut un dirigeant d'entreprise, c'est d'abord de la sérénité d'esprit,
Et la sérénité d'esprit, ça vient d'où? Ça vient du fait d'avoir assez de demandes entrantes, assez de clients. Vous pouvez avoir parfois des gens qui vous disent bah, j'ai fait 20%, 30% de chiffre d'affaires l'année dernière ou régulièrement, mais les gens sont stressés. Pourquoi? Parce que c'est en dents de scie. Si ça monte et si ça baisse de façon un peu, je dirais, importante, eh ben, on n'est pas serein. Un dirigeant serein, c'est quelqu'un qui dit bah, OK, je sais chaque mois, j'ai un certain nombre de demandes entrantes, je sais quel est mon niveau de chiffre d'affaires. D'ailleurs, les gens les plus sereins, c'est les gens qui ont des modèles d'abonnement où le Hmm. 1er janvier de l'année, ils ont le chiffre d'affaires de l'année, Et les comme commissions tout peut-être le temps. des experts comptables ou autres. Et bien là l'idée de dire avoir une vision de son chiffre d'affaires et de son niveau d'activité procure une sérénité. Et ça, c'est la première chose que Mhm. recherche un entrepreneur. Une fois qu'on a ça, un dirigeant, un entrepreneur, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche la liberté. C'est la deuxième chose qu'on recherche. La liberté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai des équipes qui fonctionnent bien, j'ai des gens qui collaborent bien. C'est pas tous les 5 matins ou les quelques, toutes les heures ou toutes les 2 heures, il y a quelqu'un qui m'appelle, qui m'envoie un SMS. Chef, bah, qu'est-ce que je fais sur ceci? Il y a un client qui appelle, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un devis à finaliser, est-ce que tu peux le voir? Bah, un dirigeant qui est, une fois qu'il a cette sérénité en termes de chiffre d'affaires, ben, qu'est-ce qu'il commence à chercher? Il cherche à déléguer, à recruter, à former, à mettre peut-être des processus métiers à l'intérieur de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut disposer de son temps et disposer de la liberté de bouger. La liberté, c'est dans le temps et dans l'espace. D'accord? Un dirigeant qui a de la sérénité en termes de chiffre d'affaires, il y a ce qu'il faut. Et il a automatisé, il a délégué, il a processé un tout petit peu, il gagne en liberté. S'il a les deux, eh ben, ça lui donne du temps et ça lui donne du cash. Parce que normalement, un chiffre d'affaires qui est là avec une productivité qui est bonne, eh ben, ça donne ce que tous les dirigeants d'entreprise espèrent. Ben, c'est de la croissance organique, c'est de la marge, c'est de l'EBE, c'est de l'EBITDA hein, pour le langage des entrepreneurs. Et généralement, de façon basique, on parle de marge. Et d'ailleurs, dans les entreprises, c'est marge ou crève. Et ben, quand il y a de la marge chez un dirigeant et quand il y a du temps et de la marge, et bien là, il peut aller au troisième objectif qu'il cherche, c'est la contribution. C'est le fait de Hmm. créer des produits, des services, des choses qui sont en résonance avec qui il est vraiment. En fait, à un moment, quand on crée une entreprise, on est happé par le quotidien pour avoir des clients. Parfois, on peut accepter des choses qui ne sont pas en adéquation avec ce qu'on souhaite. Une fois qu'on a des clients et que ça fonctionne, ben on commence à recruter, à former, à processer, ainsi de suite. Mais dès qu'on arrive à dégager un petit peu de marge et un peu de temps et un temps de cerveau disponible, et ben là, on se projette, ben j'ai envie de lancer ceci, j'ai envie d'acheter cette entreprise, j'ai envie de rajouter cette activité. Ce qui fait que la finalité, ce qui motive un entrepreneur de façon générale, sérénité, liberté et contribution. Face à ça dans l'entreprise, eh ben, vous avez le chiffre d'affaires, il est dans toute la relation client, la partie prospection commerciale. La partie un peu liberté, elle est dans la partie productivité à l'intérieur de l'entreprise. Et la partie contribution, elle est dans la R&D et l'innovation dans l'entreprise. Voilà à l'échelle de la personne physique, du dirigeant, sérénité, liberté et Sérénité. contribution. Et chez l'entreprise, eh ben, c'est croissance du chiffre d'affaires, la rentabilité et la pérennité de l'entreprise. D'accord? Alors, ça, ce sont les axiomes de base. Hein, c'est qu'est-ce que veut un dirigeant, qu'est-ce que cherche une entreprise. Voilà. Et maintenant, l'idée, si je reviens à ta question de la digitalisation, si on ne l'apprend pas avec une logique d'outils, mais on l'apprend avec une logique de finalité, ben, j'ai envie de te dire que le digital permet, dans la partie commerciale, une efficacité commerciale, permet au niveau de la productivité interne une efficience opérationnelle et permet de faire de l'innovation frugale, parce que généralement l'innovation, ça coûte de l'argent. Grâce au digital, eh ben, on peut réduire les coûts. Et c'est ça je milite pour ça quand je prends la parole sur la partie transformation numérique auprès de dirigeants, auprès de cadres. En fait, je leur dis, écoutez, arrêtez de me parler de numérique. Il y a pas de numérique dans la transformation numérique. C'est d'abord et avant tout des processus, des outils qu'on va utiliser, mais dans une finalité qui est l'efficacité commerciale, l'efficience opérationnelle et l'innovation frugale. Alors, voilà, ça
Si je dois résumer un peu ce volet C'est plus expertise qu'un résumé. transformation. Moi, j'ai pris plein de notes déjà et forcément, ce serait déjà un thème qui prendrait une journée. Mais je vais rester un petit peu sur cette notion de productivité grâce au digital, grâce à cette transformation numérique. Parce qu'il y a, voilà, c'était pas prévu dans mes questions ça, mais il y a une question que j'ai envie de te poser parce que ça c'est un vrai enseignement pour les dirigeants et peut-être même ceux qui sont là parmi nous ce soir qui sont auto-entrepreneurs, qui sont dans des professions libérales, qui sont dans l'intrapreneuriat, qui sont à leur propre compte. Bref, je t'avais posé la question, ça là, et même mon épouse Laurence te l'a posé dernièrement, et tu as partagé ces chiffres clés qui sonnent encore en moi. Tu ne sais pas encore de quoi je parle, mais en fait, tu as un calcul qui est extrêmement basique pour se poser la question quand on est seul, quand on est entrepreneur, de la rentabilité qu'on doit avoir, du temps qu'on doit investir. Moi, je t'avais posé la question, c'est là, combien je dois faire payer mes clients? Et tu m'avais répondu, voilà, les quelques règles, Cyril la connaît, si tu veux travailler voilà, à l'année tant de jours, facturer tant d'heures, etc. Est-ce que tu peux nous redire cette méthode qui est extrêmement simple, mais qui moi, m'a beaucoup troublé quand tu me l'as partagé, celle-ci. Et je pense que là, vous pouvez prendre tous stylo et papier, noter, noter. Ok. Alors là, on parle exclusivement de quand on est indépendant. Indépendant, c'est ça. D'accord? Ça, c'est le cadre, hein. On n'a pas de Ouais. salarié, ainsi de suite. Si Et on je est te pose la indépendant, question, ça là, parce que ce soir, dans les invités que je vois, il y en a quand même pas mal qui sont des professions indépendantes et qui, voilà, vont avoir vraiment un grand enseignement à tirer grâce à toi, ce que tu vas nous partager. ok. Alors, généralement, quand on est indépendant, et là aussi, il y a un point qui est très important, quand on est indépendant et qu'on a on est dans le service intellectuel, c'est-à-dire on vend son temps voilà, son expertise, euh, Consultant, coach. consultant, voilà, coach, consultant. Et si éventuellement on vend des produits et des services, Mhm. ah ben à ce moment-là, on enlève les coûts des produits qu'on achète et qu'on revend. D'accord? On enlève ces coûts-là pour dire, bah, juste sur ma main-d'œuvre à moi en tant qu'indépendant, combien je dois dégager. Ouais. Et on est aussi dans une logique de quelqu'un qui veut être en vitesse de croisière. Ce n'est pas quelqu'un qui dit bah, non, mais je dois bosser énormément parce que je veux lancer une start-up et je veux faire d'autres choses par la suite. Bon. En vitesse de croisière, si je suis dans une prestation de service, généralement, qu'est-ce qu'on dit? On dit écoutez, euh, normalement, combien vous devriez générer? Eh ben, vous prenez, le premier calcul, il est très simple, c'est si vous étiez salarié. Si vous étiez salarié, vous allez toucher quoi en net, disons minimum. C'est-à-dire que demain, là aujourd'hui vous êtes indépendant, vous étiez dans un job éventuellement avant, ou si demain vous acceptez un job en CDI, eh ben, vous serez sur quel niveau Mensuel. Le net mensuel de net, mensuel. Allez, on va net. faire l'exemple 3 000 € net. Allez, soyons fous. Voilà, ok. Voilà. Alors, 3 000 euros net, qu'est-ce qu'on fait? On sait très bien qu'en France, avec les charges, avec machin, en fait, les 3 000 euros net, il y a un coût. Alors, doigt mouillé, mais on est mais pas très loin, vous allez voir. En fait, c'est toujours le double en coût brut chargé. Pas pas brut tout court, parce qu'en brut, c'est généralement un quart du net en plus, mais il y a les charges patronales par la suite qui sont 40% du net. Mais bon, vous faites vos calculs généralement, grossièrement, on est dans le double. Vous prenez votre Allez, donc on net, dit en gros, ce que 6 je dois 000. faire, c'est 6 000 de chiffre d'affaires, de marge, de… Non, de chiffre d'affaires Ok, ou de marge brute si tu marge achètes brute. des produits et tu les revends. Si Oui, c'est juste de la bien prestation sûr. de service, bah, tu n'as pas d'achat de matière. Voilà. Bien Bon. sûr. Donc, là, on va prendre l'exemple de la prestation, il n'y a pas de produit. Voilà, Ok. c'est du coaching, c'est de l'accompagnement, c'est du conseil, ce que tu veux. Alors, si tu me parles si tu veux te verser 3 000 euros net, bah, tu dois générer, en dehors des frais, bah, tu dois générer 6 000 euros de facturation. De facturation. Voilà, on va prendre le Voilà, terme de facturation. Ok. voilà. Alors, par mois, Ouais. il y a aussi un autre point qui est très important, c'est que quand on est dans cet univers-là, quand on est indépendant, il ne faut pas compter sur 30 jours. Bah, il y a toujours, bien sûr, les week-ends. Alors, vous allez me dire, bah, peut-être, je vais compter sur la base de 20 jours. Eh bien, Mhm. non, non. En Non. fait, on compte la moitié du temps disponible. C'est-à-dire que sur un mois, bah, vous pouvez travailler 20 jours. Bah, vous dites, non, je n'ai pas 20 jours pour générer les 6 000 euros, je n'ai que 10 jours.
Pourquoi? Parce que là aussi, c'est des, voilà, c'est des moyennes qui ont été constatées et que moi, je peux vous partager aussi sur la base de ma petite dizaine d'années d'expérience. Généralement, qu'est-ce qu'on dit? Un jour facturé équivaut grosso modo à 2 jours travaillés. Pourquoi? Parce qu'en moyenne, un jour facturé va exiger éventuellement une demi-journée ou 2 heures ou 3 heures de prospection, 2 heures d'appel téléphonique, 1 heure ou 2 heures d'administratif, 1 heure peut-être de relance, un petit peu de temps aussi de formation, parce que vous devez vous laisser un peu de temps de formation pour être bien. Ce qui fait que sur une année de 365 jours, généralement, on sait qu'on travaille 200 et quelques jours. On prend exclusivement 200 jours et en tant que consultant ou coach ou accompagnateur ou quelqu'un qui va prester de son temps et son énergie, généralement, on dit il faut tabler sur 100 jours facturés par an. Normalement, si tu factures 100 jours, si tu factures 100 jours par an, c'est que tu es bon. Si tu factures plus, c'est que tu es relativement très bon. Et là, peut-être tu dois augmenter tes prix pour revenir à 100 jours et peut-être même élaguer certains clients et revenir à 100 jours pour te respecter ton énergie. Ouais. Et si tu fais peut-être moins, tu ne fais que 50 jours, c'est que tu dois faire un tout petit peu de prospection et du commercial et du réseau. Grosso modo, si tu me dis, écoute, ça là, je veux 3 000 € net par mois, je vais te dire, tu dois générer 6 000 € brut, 6 000 € de facturation par mois et tu dois être un taux journalier de 600 € par jour. Voilà. Pour avoir les fameux 100 jours, ok. Voilà, et si tu me dis ça, je te dirais, doigt mouillé. Moi, tu me dis ces chiffres-là, je peux tac, 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 je te pose des questions. Pour moi, tu as un potentiel de chiffre d'affaires de 60 000 € par an. Ok, ça va. D'accord. Et excuse-moi, si tu me dis que tu fais 100 000 € alors que tu es à 600 € par jour, c'est que tu bosses beaucoup. Ouais. Si tu me dis, écoute, Salah, je suis à 1300 € par jour, je dis, ok, d'accord, quel est ton chiffre d'affaires? Je réalise 50 000 € et j'aimerais bien atteindre 70 000 €. Je dis, c'est pas, tu me mens. C'est soit tu affiches 1300, 1500 par jour, mais tu ne factures pas des jours où tu réduis trop tes journées pour pouvoir les vendre. Alors déjà là, je pense qu'il y a plein de questions sur ce sujet-là, mais comme ce n'est pas le sujet du webinaire, donc ce qu'on peut dire à tout le monde, c'est qu'on peut te retrouver toi, Salah, sur les réseaux sociaux. On te retrouve sur ton site internet. Alors qu'est-ce que tu nous conseilles de taper pour te retrouver d'ailleurs? Le plus simple, c'est salabenzacour.com ou sur LinkedIn. Sur LinkedIn, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des questions ou sur mon site. Voilà. D'accord. Donc là, s'il y a des personnes qui disent, je le calcul là, ça me trouble, je preste pas assez ou je preste trop, on peut t'appeler pour avoir des petits conseils comme ça. Ou peut-être pas, parce qu'il faut passer par la caisse pour voir ça. Mais... Bon, par contre, si on veut, alors pour le digital, et pour finir là-dessus, je sais que tu as écrit un livre. Bon, moi je l'ai lu, c'est pour ça que je le sais. Ce livre-ci, on le trouve sur Amazon. Ouais, sur Amazon, sur Erol. C'est 21 clés pour activer la transformation numérique de votre entreprise. Voilà, donc si le sujet intéresse les personnes sur ce webinaire, donc pour leur transformation du digital, allez, vas-y, montre-le nous. Oh, il est en charentaise. T'as grillé. Ouais, je suis chez moi. C'est comme à la maison. Je suis à la maison. Voilà le livre. Donc, 21 clés pour activer la transformation numérique. Tout le monde l'a noté. Je vois qu'il y a plein de prises de notes. Merci, Salah. Alors, bon, moi, je t'ai rencontré. Tu m'as ensuite exprimé toute ton expertise, ton expérience du digital. Bon, moi, ça a été une claque, hein, c'est clair. Et après, je t'ai réinvité pour qu'on fasse plein de choses dans l'entreprise avec les collaborateurs pour la productivité, améliorer le chiffre d'affaires et nous permettre de consacrer plus de temps sur l'innovation et puis la contribution. Donc, voilà, ça s'était bien noté pour moi. Mais après, j'ai senti qu'il y avait autre chose chez toi. Je ne sais pas pourquoi. Je dis, ça là, je l'aime bien. Mais quand je dis je l'aime bien, je pèse mes mots. Je dis, c'est toute l'affection que j'ai pour toi. Et pourquoi j'ai senti quelque chose? Je me suis dit, j'ai quelque chose à apprendre de toi qui dépasse l'aspect technique, l'expertise que tu as en place. Et du coup, moi, tu m'as coaché sur un certain nombre de choses et très vite, tu m'as dit, Cyril, voilà, toi, ta trace numérique, etc. Mais en fait, les questions que tu me posais, ça me parlait de moi. J'étais purement dans du développement personnel. Et donc, tu m'as posé des questions et ces questions que tu m'as posées à moi, c'est les questions que tu as posées à Jérôme, que tu poses à beaucoup de monde pour savoir ce qui fait la singularité de la personne pour pouvoir prendre la parole sur le net. Mais avant d'être sur le net, j'ai dit de prendre la parole. Et toi, tu as un talent,
c'est de détecter chez les personnes, tu as une méthode pour ça d'ailleurs, c'est de détecter chez les personnes qu'est-ce qui fait la singularité de la personne pour qu'elle se sente déjà mieux avec elle-même, monter son estime personnelle et pouvoir prendre la parole pour mieux communiquer. Alors, toi, tu peux nous raconter un petit peu ton parcours qui t'a fait découvrir voilà, le monde du talk, le monde de la conférence. Quelles ont été tes premières expériences dans ce domaine-là? Ouais. Alors, je dirais, bon, j'ai un parcours un peu normal de quelqu'un qui a eu son bac, qui rêvait de faire une école de commerce, qui n'avait pas beaucoup les moyens. J'ai fait 2 ans dans une université en économie et un concours de circonstances a fait que je rencontre un directeur d'une école de commerce privée, juste comme ça, je l'aide à faire quelque chose, je ne le connais pas, il était voilà, à côté de chez nous, il sortait des trucs de sa voiture, il y en avait beaucoup, je dis, écoutez, est-ce que vous avez besoin d'aide? Je l'aide un tout petit peu, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, écoute, je suis à l'université, je viens d'avoir mon DUG en économie, il me dit, mais pourquoi tu n'as pas fait une école privée? Je dis, j'ai pas les moyens, il me dit, ça tombe bien, je suis directeur d'une école privée de commerce et gestion, passe voir. Après, on discute un tout petit peu. Il me dit, écoute, je te fais un crédit. Voilà, mais désolé, je n'ai pas de troisième année. Tu dois refaire le parcours et j'ai refait les 4 ans d'école de commerce et gestion, sachant bien que… Alors, attendez, hop, n'hésite pas. Ah oui, bon, C'est c'était pas moi, pour c'est moi, moi. désolé. Tu me perturbes, il y a des trucs. Attends, je vais mettre un petit pouce comme ça. Ok. Alors, comme je te disais, ce qui fait que, bon, j'ai eu mon bac, je n'avais pas vraiment réfléchi beaucoup. C'était juste, j'aimais bien l'entreprise, j'aimais bien le marketing. J'ai fait une école de commerce. Ouais. Après l'école de commerce, je fais un stage de fin d'études chez les laboratoires Roche. Ils proposent un poste. Je reste chez eux pendant 2 ans. J'avais envie de faire un troisième cycle, un master en management de projet. J'ai déposé ma démission et je l'ai fait. Après, je fais mon stage de fin d'études dans une agence de communication Ah, spécialisée dans le digital et dans d'accord. l'industrie pharmaceutique. Je fais mon stage de fin d'études chez eux. Ils me proposent un poste. Je continue. Je fais encore un autre master en marketing en formation continue. Bon, ce qui fait que, en fait, voilà, les choses un peu se déroulaient automatiquement et plus le temps passait, plus je développais mes compétences dans le marketing, dans la communication et dans le digital. Mais à l'intérieur de moi, il y avait toujours cette envie de développement personnel, des sujets Mhm. de connaissance de soi, ainsi de suite. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte à un moment, et je vais en parler par la suite, parce que bon, il y a 3 ans, j'ai vécu un burn-out. En fait, j'ai sorti tous les livres que j'avais dans ma bibliothèque et je me suis rendu compte que la pile de développement personnel était peu supérieure à la pile de livres techniques, de marketing et de com, ainsi de suite. Bon. Et en 2010, il y a eu quelque chose qui s'est passé, c'est que la fondation, plutôt en 2009, la fondation TED, j'imagine que ceux qui sont là, vous connaissez les conférences TED et TEDx, et ben, la fondation TED en 2009 a lancé le concept TEDx. C'est-à-dire qu'il donnait la possibilité à des personnes qui le souhaitaient, la possibilité d'organiser le même format, mais à l'échelle régionale, à l'échelle voilà, Mhm. d'un petit département ou d'une ville, ainsi de suite. Et c'est à ce moment-là où moi, je suivais un peu les vidéos, hein, comme nous tous, Comme quoi. moi. Voilà. Et ben, je leur ai envoyé un mail en disant, voilà, écoutez, j'ai vu que vous ouvrez ce concept-là, la licence des événements. Moi, j'ai déjà organisé quelques petits événements. Ben, ça m'intéresserait d'organiser cet événement en Mais Alsace. comme face à là, je peux permettre de t'interrompre à ce moment-là, parce que moi, je suis fan de conférences dans ces années-là. Je vais à la Sorbonne, d'ailleurs, assister à des super conférences par des gens imminents, des experts en tout domaine. Là, pour le coup, plus dans l'économie, les sciences. En parallèle, je découvre TEDx, sans doute comme toi, mais qu'est-ce qui fait? Bon sang, Boudiou, t'as quel âge en 2009? Il faut faire le calcul, mais ça doit être une trentaine d'années, je pense. Ouais, mais qu'est-ce qui fait qu'à 30 ans, tu te dis, oula les copains, j'ai vu votre TEDx à Paris, c'est génial, moi je veux faire le même. Ouais. C'est quand même, Alors, c'était c'est pas, gonflé. c'était pas à Paris, c'était la Fondation TED qui a Ouais, annoncé ça. Et ouais, j'ai vu par la suite que le TEDx Paris s'organisait. C'était le premier TEDx ouais, c'est ça. Hmm. de France. Ouais. Euh,
Et ben, en fait, avant, pour ne rien te cacher, j'avais organisé un autre événement Ouais. qui s'appelait Ignite. Ignite, c'était un format où on donnait la parole à quelqu'un pendant 5 minutes et il devait avoir un PowerPoint avec 20 slides, 15 secondes par slide et défilement automatique. Et au bout de 5 minutes, on lui enlève le micro et il y a quelqu'un d'autre. Bon, ça, c'était un concept qui s'appelait Ignite à ce moment-là. Ouais. Je l'avais organisé et pour moi, quand TED a annoncé qu'ils proposaient leur marque, et ben pour moi, c'était le summum des conférences et c'est à ce moment-là que j'avais postulé pour organiser l'événement. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où j'étais appelé à accompagner les conférenciers. Alors, pour ne rien vous cacher, au début, je n'étais pas outillé, quoi. La première année, c'était plus les gens qui m'inspiraient, je les ai invités à prendre la parole, mais il n'y avait pas vraiment d'exigence ou d'accompagnement. Ils venaient dire un peu ce qu'ils avaient en tête quelque part. Mais petit à petit, je suis allé aux États-Unis pour assister à des conférences TED. Ils nous ont formés à la prise de parole en public et à comment coacher des gens. Et ben, un an après l'autre, plus il y avait avec plus d'expérience aussi, j'ai suivi d'autres formations. Et petit à petit, j'ai même pu développer au bout de quelques années, au bout de pratiquement 7 ans, 8 ans, et en travaillant d'ailleurs avec d'autres personnes qui sont dans la facilitation graphique, qui sont dans le théâtre et tout. J'ai pris un petit peu le meilleur des différents mondes dans l'univers de la prise de parole en public. Et j'ai développé une méthode qui s'appelle la méthode des 3 triangles, qui permet à quelqu'un de prendre la parole en public, mais avec une spécificité, c'est que on prépare la personne pour le talk de sa vie. Tout simplement, l'idée de dire, c'est pas juste la prise de parole en public, c'est pas juste les techniques qui viennent du théâtre ou les techniques qui viennent de comment on design des slides, ainsi de suite, même si on couvre ça dans cette méthode-là. Mais la méthode, elle est là pour dire, bon, c'est basé aussi sur une petite croyance, c'est que moi, je crois que chacun de nous est unique. Chacun de nous a un truc un peu spécial. Chacun de nous a une histoire un peu unique à raconter et à apporter au monde. Chacun de nous a un diamant intérieur. C'est la croyance qui m'anime quelque part. Et mon job à moi, mon travail à moi, c'est le fait d'accompagner des gens. Alors, je le fais principalement avec des dirigeants, des entrepreneurs, des cadres qui veulent devenir entrepreneurs par la suite, éventuellement, des sportifs de haut niveau. C'est l'expérience que nous sommes en train de mener ensemble avec le M Lyon. Eh ben, euh, mon job, quelque part, c'est d'interagir avec quelqu'un. Et c'est ce que j'ai pu développer avec l'expérience en coachant plusieurs conférenciers. Eh ben, rapidement, j'arrive un peu à discerner un peu la petite vibration unique et autour de laquelle on construit un talk. Et c'est Alors, ça. ouais, on va justement partager ça, justement, quelle est cette méthode que toi tu as découvert, qui est le fruit de toutes tes rencontres, le fruit de toutes tes lectures, le fruit de toutes les conférences que tu as entendues. Mais avant d'y venir, il y a quand même un truc qui te paraît tellement évident pour toi, ça là, c'est bah oui, voilà, je fais un TEDx, puis je vais en faire un, et puis après, je vais faire un autre événement, puis meilleur, etc., etc. Mais en fait, moi, le point de départ, je reviens un peu là-dessus, parce que qu'est-ce qui te fait à un moment dire, toi, moi, je vais le faire, ça te paraît naturel, c'est à force d'avoir bouquiné tout ce que tu as lu, c'est à force d'avoir, tu t'es dit, c'est évident, c'est simple comme tout, parce qu'aux yeux de tout le monde, quand même, il faut être gonflé quand même pour oser créer un tel événement, qui plus est à 30 ans, et toi, tu le dis avec une facilité déconcertante, et tu te lances là-dedans comme ça. Peut-être c'est un mélange peut-être d'insouciance ou d'envie. Moi, j'étais toujours un peu comme ça, dans le sens où quand il y a quelque chose voilà, qui résonne pour moi, qui a du sens et que j'aime bien et je sens que j'ai la capacité de Mhm. faire, voilà, je Mhm. fais, sachant bien que j'ai fait pas mal de choses qui n'ont pas abouti, mais bon, dans ma tête, c'est plus l'envie de faire qui prime sur est-ce que ça va se concrétiser ou pas. Bon, généralement, dans ma tête, je dis, bah, écoute, tu fais et on verra. Et Ah, t'as pas peur de te planter, quoi. non, je ne sais pas si vous voyez Ouais, un petit poster qui est ouais. derrière moi qui dit que votre futur n'est pas fait par les actions que vous allez faire demain, il est fait par les actions que vous allez faire aujourd'hui. Le futur est créé par les actions que vous faites aujourd'hui.
Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bah, voilà, moi, s'il y a quelque chose voilà, qui a du sens pour moi, bah, voilà, je dis: «Bah, OK, je vais tester. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave et on passe à autre chose», tu vois? C'est tellement simple quand on l'entend comme ça, mais tu sais, la plupart des webinaires que je fais ont aussi la vocation à donner envie aux gens ou à rassurer les gens sur le fait d'entreprendre, d'oser faire des choses. Le dernier webinaire, c'était avec Philippe Croison. Bon, forcément, quand tu te dis: «Bah oui, la première chose, c'est de se dire d'oser». Donc, bah, toi, tu oses, tu vois, tu fais et puis, je crois comprendre même que quand tu as osé même faire ton premier talk que toi, TEDx, ça a pas été une grande réussite et c'est pas Absolument traumatisant de pas. pas réussir quand, voilà, non? Ouais, non, non, en fait, j'ai même honte de 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 Allez, ce talk. dis-le-nous parce que c'est tellement Je l'ai rassurant jamais d'entendre ça. partagé. Je l'ai jamais partagé sur les médias sociaux ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, par la suite, je me suis rattrapé. J'ai fait une conférence sur comment j'ai raté ma conférence TEDx et comment ne pas faire pareil. Voilà, c'est Excellent. l'enseignement. Par rapport à cela, en fait, ce que j'aimerais bien partager avec vous une clé Ouais, qui me ouais. permet de lancer des trucs et de voir si ça fonctionne ou pas, c'est le fait de poser une croyance, c'est que tout est un test pour la version suivante. Mmh. Si- En fait, ça nous permet de réduire les attentes, ça nous permet de réduire les exigences. Mmh. Parfois, il faut savoir que notre reptilien ou notre cerveau, il est très malin dans le sens où parfois, pour ne pas qu'on fasse quelque chose, on a envie, machin, en fait, il y a un processus parfois dans notre tête qui dit bah, attends, il faut pas faire quand même n'importe quoi. Hein. Il faut que quand tu le fasses, il faut que ça soit une réussite. Alors, donne-toi les chances, étudie, machin. Et en fait, quand on est en train d'étudier, les choses, le business plan, le machin, les coûts, voilà, je vais étudier, je vais travailler sur le logo, oui, attends, je vais prendre vraiment mon temps pour trouver le nom de mon entreprise, ainsi de suite. Bah, en fait, tout ça, on est en train on se joue des tours, on se raconte une histoire pour ne pas passer à l'action. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de dire, lancez-vous, euh, faites des erreurs, et en fait, c'est avec les erreurs qu'on apprend. Et cette notion de tout est un test pour la version suivante, ben, juste vérifiez avec vous-même si vous êtes, par exemple, tu m'as parlé d'entrepreneurs ou d'indépendants qui font des choses. Est-ce que, par exemple, le premier site, est-ce que vous, par exemple, le site que vous avez aujourd'hui, est-ce que c'est le premier site de votre entreprise? Ben, c'est certainement, si vous aviez une entreprise depuis plusieurs moments ou plusieurs années, c'est peut-être le deuxième ou le troisième. Ou si vous avez un produit que vous vendez, est-ce que c'est le premier produit avec lequel vous avez commencé votre carrière entrepreneuriale? Bah, en fait, le jour où on lance un truc, bah, on pense que c'est parfait, mais au bout de 2, 3 mois, bah, on veut déjà le changer, ce qui fait que euh, tout est un test pour la version suivante. Il y a une superbe phrase d'ailleurs qu'on a reprise du patron de LinkedIn, qui est dans l'introduction du livre, qui dit si vous n'avez pas honte de votre produit le jour où vous le lancez, c'est que vous avez lancé trop tard. C'est que vous avez pris beaucoup de temps. Il faut quelque part même avoir honte de ce qu'on délivre. Alors attention, ça ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais en même temps, il ne s'agit pas de bloquer l'action au nom d'un perfectionnisme qui est dans les intentions, mais qui n'est pas dans le vrai monde. C'est pas si évident que ça parce qu'en l'occurrence, là, on va parler de la prise de parole en public, mais tout ce que tu dis depuis le début, finalement, ça s'y prête indirectement à cette parole en public. On a toujours peur de se planter. Peut-être à défaut de faire quelque chose de parfait, d'avoir un discours parfait, d'avoir une posture parfaite, on a quand même envie d'impacter, on a envie de réussir sa négociation. Et donc, par définition, on veut que ce soit parfait. Donc, ce que tu nous dis, toi, c'est que ça, en substance, c'est pas possible que ce soit parfait. Voilà, exactement. Et en plus de ça, si vous n'avez jamais pris la parole en public, je vais vous révéler un secret, c'est que votre deuxième prise de parole en public va être meilleure que la première, et la troisième va être meilleure que la deuxième, et la quatrième va être meilleure que la troisième, et ainsi de suite. Si vous faites des vidéos, votre deuxième vidéo va être meilleure que la première, la troisième va être meilleure que la deuxième. Si vous faites des lives, eh ben c'est pareil. En fait, il y a une courbe d'apprentissage qui est naturelle, mais Hmm. plus vous retardez le fait de sortir au monde ce que vous avez, le plus vous perdez du temps. Hmm. Hmm. L'idée, c'est, comme diraient les Américains, ils disent fail and fail fast. Hmm. C'est Hmm. cassez-vous les dents, mais cassez-vous le dos rapidement. C'est vrai, mais c'est tellement contre-intuitif par rapport à l'éducation qu'on a pu avoir. Bref, là, comme tu l'as dit, toi, tu as eu
pas la chance, parce que tu t'es donné moyen d'apprendre tout ça au travers de la lecture, d'être curieux, de faire du développement personnel. Et donc là, sur la prise de parole, donc toi qui es habitué à préparer les personnes qui prennent la parole en public, je pense que tu as préparé des milliers de personnes entre tous les talks TEDx, plus tous les conférenciers, tout ce que tu as pu faire. Euh, Par rapport à ces trois piliers là que tu nous parles, dont tu nous parles souvent, voilà, j'ai peur de quoi? De quoi on a peur? Et le fait de le savoir, le fait de matérialiser cette peur avant la prise de parole, ça va déjà mieux. Donc, quelles sont ces différentes peurs que tu nous enseignes? Alors, généralement, quand on prend la parole en public, quand il y a, voilà, quand on demande aux gens, mais qu'est-ce qui vous bloque? Alors, ils racontent plein de choses, mais en fait, ça tombe toujours dans trois grands thèmes. Le premier thème, c'est j'ai peur. Voilà, j'ai peur de me tromper, j'ai peur d'oublier mon talk, j'ai peur du regard des gens, j'ai peur voilà, du jugement des gens, j'ai peur. Voilà. J'ai peur, et ça, c'est un sentiment lié au conférencier qui porte le message lui-même, qui peut être voilà, quelque chose de justifié ou pas. Voilà. Hmm. Bon. La deuxième chose, c'est la confusion. J'ai pas peur de prendre la parole en public, mais euh, j'ai- quand je prends la parole en public, parfois il y a des dégressions, Hmm. parfois j'oublie, parfois bon, on rentre dans des exemples et après on sait plus le début, la fin et voilà, Le cerveau tout qui se est brouille, mélangé. quoi. Voilà, exactement. Et le troisième problème dans la prise de parole en public, c'est l'ennui. C'est le fait de dire, bah voilà, j'ai rien à dire, je Hmm. raconte rien, c'est rien d'intéressant. Et généralement, quand vous avez des gens vous prenez la parole et vous avez des gens qui sont en train de voir leur téléphone portable ou de pianoter sur Facebook et tout, et ben quelque part, bah, c'est quelque chose qui peut déstabiliser. Il y a l'ennui. Voilà, bon. Ou le risque d'ennuyer ou la peur d'ennuyer. Voilà, trois Et ça, c'est choses. normal. Et De ça, ressentir ces états-là, c'est normal. c'est pas que c'est normal, c'est que voilà les Ouais. mots avec X, mais Ouais. face à ça, il y a des solutions. D'accord. Bah, si on prend par exemple la peur, face à la peur, il y a une technique simple, euh, puissante, et on n'a pas encore trouvé mieux. Ça s'appelle les 3 R et 5 C. Alors ça, elle me fera toujours rire celle-là parce que moi, tu me l'as sorti devant, on était une trentaine d'entrepreneurs, dirigeants un peu sérieux. Et toi, tu dis, waouh, les 3 R, les 5 C, on est tous là, on va dire, ça va être super sérieux. Et là, qu'est-ce qui nous sort? Eh bien, c'est répéter, 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 c'est con, mais c'est comme ça. Voilà. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas cherché à Répéter, comprendre. répéter, répéter, c'est con, mais c'est comme ça. Il n'y a pas de miracle. Ouais, Il y a pas de secret. C'est la répétition. ouais. D'accord. Et c'est Et pour ça ça marche. Le fait de répéter, ça marche. ça marche. Ouais. Voilà, bon, parfois il y a certaines choses sur lesquelles j'ai une croyance forte, bah voilà, c'est l'une des croyances. Et il y a un truc, c'est que parfois certains conférenciers te disent ah non, mais moi, Mm. voilà, quand c'est instinctif, quand c'est Je suis intuitif, le c'est roi de l'impro. voilà, attends, arrête, arrête. On ne se ment pas. Et c'est ça qui fait que Ouais. les gens sont confus parce qu'il n'y a pas eu de structure, il n'y a pas eu de répétition, tu vois. Aussi, la notion, c'est le fait de répéter grandeur nature. Ouais. Je propose toujours aux conférenciers, d'ailleurs, de venir la veille, de voir le lieu, d'habiter le lieu. Ouais. D'ailleurs, on fait même un filage grandeur nature quand on Ouais, donc, prépare même les si conférenciers. c'est une simple réunion avec ses collaborateurs, une négo, ce que tu proposes, c'est bon, évidemment de répéter, visualiser, et en même temps de pouvoir passer un temps dans cet espace pour s'approprier cet espace, c'est ça? Voilà, idéalement, si vous avez cette capacité-là de venir un tout petit peu avant, de visualiser, de voir, vraiment vous savez, Ressentir. le cerveau, vous savez, il y a un petit truc qui s'appelle le thalamus, c'est dans le cerveau humain qui capte mais plusieurs milliers d'informations par seconde, mais en fait, il enlève les infos pour ne garder que celles qui nous intéressent. Ouais. Mais si vous habituez le corps de façon, Ouais. je dirais, consciente et inconsciente, vous enlevez plein de variables. Vous imaginez, vous arrivez, vous allez faire une présentation et il se trouve que vous avez un truc HDMI et le truc n'est pas en HDMI. Eh bien, vous allez déjà perdre 15 minutes à aller chercher le câble, l'adaptateur, excusez-moi, et déjà, ça vous met en stress, quoi. Par contre,
une répétition à la fois de ce que vous allez dire, le fait de visualiser le lieu, vérifier un petit peu les petits trucs. Est-ce que c'est froid, c'est pas froid? Est-ce qu'il y a une fenêtre? Est-ce qu'il y a la lumière? Il n'y a pas la lumière et tout? Où est-ce que les gens vont s'asseoir? C'est des choses basiques, mais en fait, ça vous met en confiance. Ouais. Moi, il y a un truc que je faisais, ça plaisait pas toujours d'ailleurs, mais quand il y avait des grandes réunions, en général, les salles sont disposées et puis bah, nous, le conférencier, l'animateur, celui qui prend la parole, bah, en fait, on subit un peu cet espace-là. Parce qu'on ne se pose même pas la question d'ailleurs, est-ce que j'ai le droit de changer les tables? Et moi, systématiquement avant, bah, je changeais les tables, je les disposais à ma façon et je laissais surtout un couloir au milieu pour pouvoir aller et rentrer, voilà, C'est très ressentir, important. être au contact des personnes. Et ça, je m'autorisais ça et je me sentais tellement mieux après. Ouais, ouais, Pardon? ouais. C'est très important et si vous animez des formations avec, par exemple, une vingtaine de personnes, quinzaine de personnes, surtout ne laissez pas, par exemple, une masse c'est-à-dire que si vous avez envie d'aller vers quelqu'un, ben, vous êtes Mmh. proche un tout petit peu de lui. Alors bon, Covid, garder la distanciation sociale exigée par l'État, mais voilà, le fait d'aller, ne serait-ce que d'aller vers quelqu'un et le fait aussi d'être en mouvement, c'est une très bonne chose. D'accord. D'ailleurs, D'accord. même, bon, voilà, moi je suis assis, Ouais. mais je suis en mouvement avec mon corps et mes mains. Bah, c'est important, c'est le fameux body language, le langage du Yes. corps. Mmh. Ça accentue le message. Bien Bon, sûr. Alors, on va aller sur l'autre point, mais je rappelle hein, pour tous ceux qui sont là en live, si vous avez une question qui vous concerne, vous, un état voilà, que vous voulez mieux maîtriser, n'hésitez pas à les poser dans les conversations, converser en bas. Et puis voilà, on aura un temps d'échange là d'ici 5 minutes. Quoi. Mais donc là, tu parlais de la confusion tout à l'heure, ça là. C'est quoi la stratégie par rapport à ça pour pas être confus? voilà. Concernant la confusion, c'est le fait d'avoir un scénario. Ouais. Il faut savoir une chose, c'est que toutes les prises de parole en public au monde, sans aucune exception, rentrent dans 4 familles. Il y a 4 typologies de prises de parole en public. D'accord. Après, on pourra les nommer s'il le faut, mais sachez-le, on a modélisé ça. Il y a 4 typologies de prise de parole en public. Et les 4 typologies, eh ben, il y a pour chaque typologie un scénario à suivre. Et un scénario, c'est quoi? Il a un début, il a une fin, 1, 2, 3, 4, 5. Il faut respecter des étapes, il faut donner des informations d'une façon spécifique qui permet qui permet à la personne qui vous écoute de comprendre ce que vous voulez lui faire passer comme message. D'accord. Eh ben, comment on traite la confusion? En comprenant, en ayant connaissance de ces 4 scénarios et en choisissant le scénario qui est adapté à l'objectif que je souhaite atteindre. Alors ça, on a passé une journée hier, enfin moi j'ai très prenante avec tous les étudiants de l'EM Lyon, nos sportifs de haut niveau pour justement les préparer à la prise de parole et on a pu évoquer avec eux ces aspects des scénarios en fait et donc par rapport à ça, ils les connaissent même pas encore donc on va pas non plus aujourd'hui en parler ce soir. Si on veut les connaître, bah, il faudra être patient. Nous on aura l'occasion d'exprimer ça ultérieurement sur un programme qu'on va partager à la terre entière, au monde entier. Mais sur l'ennui, on a peur d'ennui. Enfin, je ramène trop ça à S'ennuyer, la peur, mais ouais. les gens s'ennuient, quoi. Qu'est-ce qu'on fait pour que les gens ne s'ennuient pas? Très bien. Bah, ça, c'est quelque chose aussi que les conférences TED et TEDx nous apprennent, c'est que, voilà, d'ailleurs, ils ont choisi de ne pas dépasser 18 minutes parce que Ouais, les études montrent que le cerveau n'est pas capable de se focaliser au-delà de 20 minutes. D'où l'importance de casser le rythme. D'accord. Par exemple, là, on casse le rythme. C'est pas juste une personne qui parle, c'est pas une conférence. Tu poses mmh, des questions, ça éveille ça casse le pattern, ça fait que on reboucle et il y a une nouvelle énergie qui se met en place. D'accord. Et ben, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de dire dans une conférence, pour accentuer l'impact, eh ben, il faut ce qu'on peut appeler de la magie. C'est la magie qui va égayer, qui va rajouter quelque chose de spécial par rapport pour contrecarrer l'ennui. Et dans la méthode des 3 triangles dont je parle, bah, je parle du star moment. Star Moment, c'est quoi? C'est quelque chose qui a été modélisé par Duarte. Duarte, c'est Nancy Duarte, c'est la personne qui a lancé une agence qui s'appelle Duarte. Duarte, D-U-A-R-T-E, c'est le nec le plus ultra au monde dans la prise de parole en public. C'est des gens qui coachent Bill Gates, Al Gore. La vérité dérangeante de Al Gore a été co-conçue par les consultants de chez Duarte. J'avais la chance de… ouais. Oui.
Non, excuse-moi, ça là, parce que là-dessus, justement, moi, spectateur, comme toutes les personnes qui sont connectées avec nous ce soir, on regarde Steve Jobs, on regarde Al Gore, on écoute, et puis on se dit, mais c'est inné, c'est Ah non, facile. non, 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 Ils ont pas, ils sont nés comme ça. Non, tu dis, non, ils ont absolument pris pas. des cours. Non, 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 c'est une équipe qui travaille derrière, quoi. C'est pas une personne, c'est Ouais, le designer des slides, le séquenceur du truc. C'est le, en fait, c'est comme un chanteur. C'est comme si tu me dis, écoute, ouais, ou un sportif de haut niveau d'ailleurs. ouais, 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 On en parle. C'est comme si tu me dis, bah écoute, voilà, ce sportif-là, il est waouh, il est génial, c'est inné, machin. Non, c'est plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années de travail. ouais, C'est une équipe derrière lui, quoi. Et en ouais. fait, certes, on ne voit que le chanteur, on ne voit que le sportif de haut niveau, on ne voit que l'acteur principal dans un Ouais. film, mais Ouais, il la y a partie tout. émergée de l'iceberg, quoi. Ouais, c'est la partie émergente de l'iceberg. Ah oui, ouais, Voilà. Et par rapport à ça, ce modèle-là du Star Moment, le ouais, STAR, hein, c'est comme étoile en anglais, mais c'est un acronyme de Something They Will Always Remember. C'est trouver le truc, c'est le truc magique, hein, mais on peut le trouver dans la méthode des trois triangles. En fait, les trois triangles, c'est une triangulation de trois choses importantes. Et ben la magie, le truc qui fait qu'on dit waouh, eh ben, c'est le truc qu'on va montrer, qu'on ne va ouais. pas dire. Les choses qu'on va dire, c'est le discours qu'on va Mhm. écrire et qu'on va répéter, qu'on va délivrer, mais il y a des choses qu'on va montrer. Et les Ouais. choses qu'on va montrer nous aident à créer ce fameux moment où il y a un truc, wow, le star moment, le something they will always remember, et comment on le compose. Ouais, c'est la Madeleine de Proust, quoi. Tu crées un Voilà, truc là qui fait que je m'en souviendrai jusqu'à la fin de ma vie, à chaque fois que j'aurai cette saveur ou cette vision ou ça. voilà. Ouais, c'est L'idée, c'est terrible. dans. Alors, pour les gens qui s'intéressent au développement personnel, vous connaissez certainement le VACOC, le canal visuel, le canal auditif, le canal olfactif, le canal. Voilà, bon, c'est les cinq sens quelque L'essence. part. Voilà. Et ben, l'idée, c'est que quand on parle, bah, on n'active que le canal auditif. Bah, l'idée, c'est de leur montrer quelque chose ou de leur faire vivre une expérience idéalement. On active un autre canal Mhm. pour ancrer. Parce que il faut savoir que la mémoire, pour que les gens gardent quelque chose en tête, il faut que ça soit lié à une émotion. Si c'est lié juste au mental, Mhm. les gens oublient. Ouais. D'accord. Et on active quoi? On active ce qu'on appelle les 3 S, le speaker, les slides et la scène. La Mhm. scénétique, voilà. Bon. Ouais. C'est, Mais, mais on en pour dire que parlait, il en parlait hier, mais c'est de excuse-moi, ça. l'ingénierie derrière. Il y a de l'ingénierie pour qu'un Ouais. talk Ouais. soit impactant. Ouais, ouais. Le dernier webinaire, il y a deux choses moi, qui me reviennent par rapport à ce que tu dis. La première, c'est le rythme, les 20 minutes. Ça nous ramène au webinaire que j'avais fait avec François Duforest, qui est un spécialiste en neurosciences, médecin spécialisé en sommeil. Et voilà, il travaille avec les sportifs, d'ailleurs, sur des temps de récupération ou des temps d'activation, souvent de 20 minutes. Et moi, voilà, ça me rappelle ça parce qu'on voit, tu parles du cerveau. Donc voilà, toujours être vigilant sur le timing. Tu parles beaucoup de temps, en fait, hein, la notion du temps, ça a effectivement de productivité. Et ça s'applique aussi dans notre communication où souvent, moi-même, j'ai tendance à rallonger, à rallonger, à rallonger. Non, simple, court, efficace, c'est du rythme. Et puis la deuxième chose, bah, en fait, c'est l'émotion dont tu parles. Moi, quand tu m'as préparé pour faire mon talk TEDx, j'avais les pétoches, enfin moi, bref. Et on peut en parler d'ailleurs, parce que toi, tu as des anecdotes peut-être à raconter par rapport à ça. Et moi, autant mon talk que c'est pas trop mal passé, mais alors avant, c'était une catastrophe. Philippe Croison, il me disait, Cyril, si tu veux réussir à embarquer les gens, si tu veux réussir à les amener sur ton cheminement, dans ton expression, ce que tu racontes, faut les faire. Il y a deux choses à faire. C'est tu les fais rire ou tu les fais pleurer. Et les deux, ça marche bien. Voilà. Et les gens, ils s'en souviennent. Quoi. Voilà. Donc, tu parlais d'une C'est émotion. l'émotion, c'est générer Voilà. l'émotion. Ouais. Si on est trop dans le cerveau, à un moment donné, oui, on va être dans l'ennui d'ailleurs, peut-être. Exactement. Voilà. Moi, je m'ennuie pas avec toi, ça là. Je ne sais pas, nos amis qui sont avec nous, est-ce qu'ils ont Là, j'ai aussi. pas de questions. J'ai pas de Ah, bah, questions parce qu'en fait, c'est tellement clair et limpide. Mais en tout cas, Frédéric, Jérôme, Arnaud et compagnie, et puis Brigitte aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou si vous voulez prendre la parole, faites un petit signe et puis à la limite, j'active votre micro, pourquoi pas. Mais sinon, vous pouvez écrire évidemment. Sur l'aspect TED, alors peut-être que tout le monde ne connaît pas d'ailleurs le talk TED. Qu'est-ce que c'est les talk TED, TED? Où est-ce qu'on les trouve? ben, tout simplement dans TED.com, TED.com. En fait, c'est une fondation qui existe depuis plus de 30 ans
si je ne me trompe pas, 35 ou 36 ans. Déjà. Et ouais, déjà, et ils font un super boulot. Voilà, c'est vraiment top. En fait, leur truc, il faut les voir comme un média. C'est pas des événements, le TED, c'est un média. Ouais. C'est un média qui promeut. Hein, d'ailleurs, la baseline de TED, c'est Ideas Worth Spreading, des idées qui méritent d'être diffusées. C'est-à-dire, c'est un média de bonnes nouvelles, c'est un média qui partage des solutions, c'est un média qui partage une autre vision du monde. Et ce sont des conférenciers, il y a des milliers de conférences dans la chaîne TED.com, si vous allez sur le site. Peu importe votre passion, l'architecture, la médecine, le développement personnel, ce que vous voulez, bah, vous allez trouver des gens qui viennent partager un peu l'état de l'art de ce qui existe dans le domaine en question. Euh, voilà, alors comme je vous ai dit, il y a 10-11 ans, ils ont lancé un concept pour permettre à des gens de faire la même chose et ça s'appelle le TEDx. X veut dire que c'est un événement qui n'est pas organisé par la fondation TED, c'est un événement organisé sous la licence avec la licence de la Fondation TED, et c'est fait par des indépendants. Et moi, j'en fais partie. C'est le deuxième TEDx de France, historiquement parlant. Et le concept, c'est quoi? C'est qu'on demande une licence annuelle. Chaque année, on doit la renouveler pour organiser un événement à la sauce avec le modèle TED. Et ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que le modèle TED est devenu un modèle de prise de parole en public. C'est pour ça que, il y a pas mal d'événements, il y a pas mal d'organisateurs d'événements, et bon, moi aussi, j'en fais partie, et on en fait partie tous les deux pour notamment l'événement ou plutôt la formation qu'on propose pour l'EM Lyon, et pour eux, nous allons aussi les aider à faire un événement. Mais l'idée, c'est qu'il sera teinté, on utilisera le principe actif de la Fondation TED, qui est une fondation, c'est quelque chose qui est ouvert, qui est exploitable. Et l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de donner la parole à quelqu'un en maximum 18 minutes, idéalement 15 minutes. Généralement, nous, on prépare les conférenciers pour 15 minutes, mais on ne dépasse pas 18 minutes. Et l'idée, c'est de défendre une seule idée. C'est une seule idée. La clé aussi, c'est de ne pas se baser juste sur le cerveau, c'est de se baser sur l'expérience personnelle du conférencier. Alors, la réaction qu'on a souvent des personnes quand on leur dit tiens, vas-y, prends la parole. Et là, j'ai un petit joke quand même, c'est on n'ose pas prendre la parole, mais c'est un joke. Mais la réaction est un peu souvent celle-ci. Donc, quand on parle de communication, mais qu'est-ce que je vais raconter? Et pour être poli, tout le monde s'en fout de ce que j'ai à raconter. Mais Ouais. toi, qu'est-ce que tu réponds par rapport à ça? Alors, ce que je réponds, c'est que moi j'ai une croyance profonde et c'est ça ce qui m'anime, c'est que nous avons tous une vérité à partager. Je n'aime pas trop parler d'une histoire à raconter, parce Mhm. qu'en anglais on dit storytelling. Ah, il faut faire du storytelling, il faut raconter des histoires. Je dis non, 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 il ne faut pas raconter des histoires. Ah, il faut arrêter avec ça. Il faut conter la vérité. Mhm. La vérité, on ne peut pas juste sortir la vérité. Bah, écoutez, les gars, voilà, c'est comme ça. Voilà ce que je pense. Non. L'idée, c'est de dire, on ne ment pas. D'accord. La vérité est belle nue. D'accord. Mais ceci dit, on la compte, on la contextualise. On, on ne vient pas juste pour annoncer la fin, mais on dit, bah, voilà comment je suis arrivé à là. Et c'est ça un petit peu les talks inspirants, les conférences inspirantes. C'est des choses alors, d'ailleurs, il y a un autre point, c'est qu'on ne peut pas on ne peut pas se prémunir contre une histoire. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous Mhm. raconte son histoire, tu peux Mhm. rien faire face à ça. Si par exemple je te dis, bah, voilà mon idée, voilà ce que je crois, tu peux me dire, non, 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 je ne suis pas d'accord avec toi. Voilà, je vais contrecarrer, j'ai des objections par rapport à ce que tu dis. Mais si je te dis, écoute, voilà, j'ai vécu, voilà, je travaillais techniquement juste dans la partie marketing, structure des entreprises, optimiser les entreprises. Mais en 2018, j'ai pris conscience d'une chose suite à voilà, un épuisement professionnel et un burn-out et un ras-le-bol et tout ce que vous voulez. Ça fonctionnait très bien, mais j'étais tellement fatigué, je suis arrivé à un niveau mais qui est extrême, qui m'a emmené 5 jours dans un hôpital, 2 mois en arrêt maladie complet. Et en fait, dans cette époque-là, je me suis dit, mais attends, c'était peut-être aussi la crise de la quarantaine, peut-être. J'ai fait une introspection et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que mon travail, il est sur les organisations et sur les entreprises, mais les entreprises n'existent pas. J'ai pris conscience que les personnes morales
les entreprises n'existent pas. C'est une vue de l'esprit. Je me suis rendu compte que j'ai travaillé chez les laboratoires Roche, mais je n'ai jamais vu l'entreprise Roche. Je n'ai jamais vu l'entreprise Novartis. Je n'ai jamais vu Orange. J'ai vu des salariés de Orange. J'ai vu des locaux de Orange. J'ai vu le logo de Orange, mais j'ai jamais vu Orange, la Banque Populaire. La révélation, et de ça, qu'est-ce qui est né comme enseignement? Et ben, ce qui est né comme enseignement, c'est que je dis, mais punaise, mais mon travail ne sert à rien. Je suis en train de travailler sur des systèmes, sur des entreprises. Ouais, J'optimise les entreprises pour ne ouais, rien vous cacher. Le digital, il fait quoi aussi? Ben, il réduit la ouais. présence de l'homme dans des tâches. Mhm. Ben, transformation numérique, c'est que des tâches qui ont été faites par les hommes, ben, on les fait par des machines, par des robots, par des automatisations. Et même si on ne vire personne, ben, une entreprise qui faisait, je ne sais pas, 100 produits par jour avec 5 salariés, et ben, avec la transformation numérique, ben, l'idée, c'est de faire 200 produits avec les mêmes 5 salariés. C'est ça ce qu'on appelle techniquement la productivité. D'accord? Et de là, toi, qu'est-ce qui ressurgit de ça? Parce que bon, moi, pour t'avoir connu à cette période-là, c'était vraiment extrêmement douloureux pour toi, mentalement, physiquement. Moi, je t'ai vu dans des états, voilà, où c'était très troublant. Surtout, moi, te voyant un peu sur une estale, le mec super solide, super costaud, avec une expertise, et puis en plus un sacré bagou. Et d'un seul coup, grand questionnement. Et qu'est-ce qu'il en est venu? Voilà, puisque tu nous parles de vérité, tu apprends aux gens à faire exprimer une vérité qui est la leur et qui est indiscutable parce que c'est la leur. Est-ce que tu veux nous partager ta vérité? Eh ben, en fait, ça, c'est ce qu'on appelle des cracks. Des cracks, c'est des crises de remise en question profonde. Ouais, Des ouais, cracks, voilà, c'est des moments de la vie où on dit est-ce que ce qu'on fait a du sens? Ben, en fait, je me suis sorti un peu de ça avec deux choses. La première, c'est le fait de dire bah, OK, je continue mon métier, à savoir la digitalisation de l'entreprise, mais je le continue avec une nouvelle intention, avec ouais. une nouvelle énergie. La nouvelle énergie qui me donne du sens à tout ça, c'est il est inhumain de faire à un humain ce qu'une machine peut faire mieux, plus vite et moins cher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je travaille maintenant sur des entreprises et tout, je ne suis pas dans une logique de dire, bah, écoutez, on va mettre des robots pour virer des gens et pour gagner plein d'argent. La logique, c'est de dire, OK, qu'est-ce qu'un être humain fait qui est rébarbatif, qui n'a pas de sens, qui ne l'aide pas à développer son intelligence, qui ne l'aide pas à progresser? Et en fait, ce que je fais, c'est jamais, je ne fais pas de remplacer des humains par des machines, mais je remplace des tâches d'humains Mhm, par des machines et des outils et des logiciels pour mhm. permettre à la personne de disposer d'un temps de qualité pour faire mieux son job ou pour être mieux présent pour d'autres êtres humains. C'est-à-dire que quand je travaille avec des commerciaux, quand je travaille avec des opérateurs et tout, eh ben, l'idée, c'est de dire, ben, au lieu d'être juste comme une machine, de dire, juste être un peu dans l'urgence de faire des choses, de faire des tâches, libérons ces gens-là des tâches qui peuvent être faites par des machines pour être plus présentes pour d'autres êtres humains, pour être à l'écoute, pour être… Voilà. C'est plutôt comme ça, moi, que je vis la digitalisation personnellement. C'est plutôt pour retirer les tâches qui Bon, n'ont pas peu d'intérêt ou plus de valeur et de consacrer son temps à la création de valeur, justement. Donc, moi, je le voyais comme ça, ouais. personnellement. Eh ben, tant mieux pour toi. Moi, maintenant, je l'incarne davantage et je le vis davantage et c'est ça qui m'anime sur la Ouais, partie digitalisation. ouais, Mais il y a quelque chose qui s'est rajouté, c'est le fait Grand Impact, c'est mon nouveau projet. ouais. J'ai mon entreprise Puissance E et j'ai une nouvelle entreprise qui s'appelle Grand Impact. Et l'intention, le truc, c'est le fait de dire à des entrepreneurs, que ce soit des auto-entrepreneurs, des indépendants, des dirigeants d'entreprise, des dirigeants d'associations, mais les gens, les représentants légaux d'une personne morale. Eh ben, j'ai envie de leur dire, écoutez, les gens, à savoir vos clients, vos prospects, vos candidats, vos salariés, vos investisseurs, les journalistes, les gens n'adhèrent pas au discours d'une entité, ils adhèrent au discours d'une personne. Mhm. Et ce que je fais ou ce que je faisais dans le TED, eh ben aujourd'hui, j'essaye, je veux le faire pour chaque dirigeant, chaque entrepreneur, chaque sportif de haut niveau. Et l'idée, c'est de dire,
humaniser votre communication. Arrêtez Alors de vous cacher. justement, c'est intéressant parce que j'avais pas une remarque de Axel qui demande comment on fait pour, une fois qu'on est dans la répétition, comment on fait pour rester quand même dans l'émotion. Parce qu'en fait, la façon dont on l'exprime, répéter, 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 on a l'impression que les gens pensent, enfin, on peut le recevoir comme ça, automatisé, donc robotisé. Et en fait, qu'est-ce qui permet d'exprimer une émotion quand on s'est mis dans cet état-là? Ouais. Alors, en fait, il faut voir la répétition comme le fil rouge, la ligne rouge, le fil de vie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on répète, on répète, on répète, on intègre dans son corps. Moi, j'appelle ça apprendre par cœur. Apprendre par cœur, non pas dans le sens qu'on connaît tous, à savoir répéter bêtement ce qui est écrit, mais apprendre par cœur, c'est-à-dire imprimer dans son corps et dans son cœur le message qu'on veut faire partager. Et si je dois changer tout le texte de mon discours, c'est pas grave, du moment que je sais exactement quel est le message que je veux partager et je sais exactement le parcours, les étapes pour que les gens puissent comprendre ce que je veux leur faire partager comme message. D'accord? C'est ça et l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de dire, OK, j'ai écrit mon texte, je sais exactement ce que je vais dire, je le répète à plusieurs reprises, mais quand je suis là le jour J, du fait que mon cerveau n'a pas à réfléchir à ce que je vais dire, ben en fait, je vais être présent. Hmm, Alors que bien sûr. si je ne maîtrise pas mon discours, en fait, je serai dans mes idées, je ne serai pas présent et disponible pour les gens. Ouais. Alors que si j'ai mon texte, et d'ailleurs, même toi, tu peux partager ton expérience par rapport à cela, en fait, s'il y a quelque chose qui se passe, Hmm. dans la scène, pardon, chez le public, ou si c'est juste une formation, si tu maîtrises ce que tu es en train de dire et tu sais par quoi tu dois passer, ben en fait, tu peux te permettre certaines libertés parce que tu as ce fil rouge. Voilà. Ah ouais, moi je suis fan des stand-up. On a l'impression que c'est des mecs qui font que de l'improvisation, mais c'est tout le contraire. Ils ont tellement appris leur truc par cœur qu'ils peuvent se permettre sur scène, enfin comme ça je le reçois en tout cas, de faire des allers-retours, de partir, mais ils reviennent toujours du boss comme moi j'éclate, il fait des transgressions, puis après il revient toujours au même endroit, ou alors ils vont jouer avec la scène, et c'est ce qui rend justement le spectacle encore plus touchy, plus sympa, plus dans l'émotion, et que les gens rient ou qui pleurent, etc. Moi Oui, j'en suis convaincu de ça. tu nous as dit ça hier et c'est très beau. Même dans l'improvisation, ben, en fait, tu nous as dit que… Ah oui, l'improvisation ne s'improvise pas. Voilà. Ouais. Ouais, ouais, c'est d'ailleurs un des grands orateurs, Thierry Wathelet aussi, qui j'ai eu l'occasion de passer une belle journée avec lui et qui m'avait sorti effectivement cette phrase magique, l'improvisation ne s'improvise pas. Thierry Wathelet, grand, très très grand Ouais, orateur. orateur, ouais, exactement. Magnifique. Écoute, Salah, j'ai passé un super moment avec toi, comme toujours, et j'espère vous aussi d'ailleurs. Donc, si j'ai déjà des personnes qui sont allées sur le site internet pour commander le livre, voilà, Alors, donc c'est un j'ai eu des livre, réactions. ouais, c'est un livre de transformation numérique. Voilà. Par contre, j'aimerais bien partager avec vous quelque chose. Je ne sais pas si tu peux partager le lien aussi de la vidéo que nous avons faite, Champion de ma vie. En fait, ce que nous sommes en train de faire avec des sportifs de haut niveau, et d'ailleurs, il y a un qui a assisté toute la journée d'hier et qui est encore là aujourd'hui. Je dis, mais attends, mais t'en as pas marre? Eh bien, sachez que ce qu'on fait avec des sportifs de haut niveau, on va l'ouvrir pour des entrepreneurs, pour des auto-entrepreneurs, pour des dirigeants, pour des cadres, pour des personnes qui souhaitent un peu exceller dans la prise de parole en public. Eh ben, Cyril pourra partager avec vous le lien et nous allons ouvrir une promotion dans les quelques semaines, les quelques prochaines semaines. Et si vous avez envie de faire ça et de nous rejoindre, ben, vous déposez votre candidature, on discutera avec vous. Et si ça se passe bien, on prendra une dizaine, quinzaine de personnes pour pouvoir les accompagner comme ce qu'on a fait avec les sportifs de haut niveau. Bonjour, Saladin Benzakour, je suis concepteur avec Cyril du programme Champion de sa vie. Je suis Cyril Blanchard, je suis préparateur mental. Dans ce programme-là, ce que nous souhaitons apporter, c'est une formation, un accompagnement qui ont une action extraordinaire ou qui ont du moins une intention extraordinaire. Mon rôle, c'est de préparer les personnes mentalement et physiologiquement pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes lorsqu'ils sont sur scène.
Et je vous invite vivement, vraiment, si vous êtes dirigeant d'entreprise, si vous êtes sportif de haut niveau, si vous êtes futur entrepreneur, à travailler sur ce discours-là, à travailler sur votre message pour 1 million de personnes, parce que ça sera la clé qui va simplifier votre communication et qui va vous permettre aussi quelque chose d'extraordinaire, c'est d'être différent des autres, c'est de vous démarquer des autres parce que vous avez un message unique. Se meilleur de soi-même, c'est par rapport à un message, évidemment. Ça, c'est le travail de Salah. Et moi, c'est par rapport à l'attitude, la gestuelle et avoir un corps qui envoie le maximum d'énergie pour toutes les personnes qui sont là pour recevoir le message. Mais vous, vous êtes unique et à travers vous, on trouvera un produit ou un service unique. Nous vous attendons, n'hésitez pas, rejoignez-nous, déposez votre candidature. Si vous êtes accepté, on serait heureux, moi et Cyril, de vous accompagner pour le meilleur.